Bonjour à toutes et à toutes. Alors, je vous présente le projet de la canopée ludique. Je vais pas vous présenter tout en détail. Je fais juste globalement un rappel parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément facile à comprendre ce projet d'écolieu. Pourquoi? Parce que c'est un projet ce qu'on appelle à effet Médicis. Donc un effet Médicis, c'est un projet qui réunit beaucoup de compétences différentes et qui a plusieurs objectifs, même si l'objectif principal est partagé par toutes les entités, toutes les personnes. Là, c'est important de comprendre qu'il y a quatre, on va dire, activités qu'on souhaite développer. Donc, ça va être un collectif qui va développer des activités agricoles et qui peuvent proposer des stages, des visites à la ferme, mais surtout qui vont faire beaucoup d'agriculture, notamment du maraîchage en particulier, même s'il peut y avoir un petit élevage. Mais c'est surtout de la production végétale, pas forcément de la céréale, mais beaucoup de maraîchage, de l'agroforesterie, des petits fruitiers, des gros fruitiers éventuellement. Et peut-être un petit peu de pisciculture, mais c'est pas forcément significatif. Et puis qui va prôner aussi ce qu'on appelle l'agriculture paysanne, ou en tout cas l'agriculture familiale. Donc l'agriculture paysanne familiale, c'est spécifique, hein. Il y a une fédération qui régit des lois par rapport à ça, enfin une charte. Et aussi des hébergements qui vont être de nature différente pour respecter plusieurs budgets, proposer une accessibilité aussi aux visiteurs, des hébergements touristiques, mais vraiment orientés agrotourisme, aussi soins et bien-être. Et puis enfin, on va avoir des... Attendez, je sens ma barre de truc. On va avoir aussi des stages qui peuvent être organisés sur l'autonomie, la résilience, l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, la construction. Ça peut être voilà, des stages aussi bien-être, des retraites. Mais en tout cas, c'est transmettre nos compétences et nos savoirs. Donc, ça peut, voilà, des stages. C'est pour ça qu'il y a des hébergements, c'est pour pouvoir accueillir le monde. Et puis enfin, des soins, donc des personnes qui souhaitent développer une activité quotidienne, donc des soins qui peuvent être à l'heure ou en distanciel. Mais voilà, ça peut être un lieu aussi qui va être propice pour les personnes qui font du soin. Euh, c'est important aussi de dire que on prévoit quatre T, j'appelle ça 4 T, c'est un toit, une terre, un travail, du temps pour soi. Ok. Parce qu'en fait, pour nous, c'est important de rendre ça accessible. Le collectif, il est là pour faciliter ça. Euh, on a aussi des valeurs éthiques, donc c'est important de se dire que le collectif, il va faire une charte. Là, vous l'avez en exemple, mais en fait, pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui est facile et évident à mettre en place, parce que une charte éthique, ça fait entrer justement les valeurs, la raison d'être et les tendances, ce vers quoi on souhaite tendre en termes de philosophie, de vie. Et là, il y a quatre éléments. Il y a le social, l'économie, la culture et l'écologie. Donc le social, c'est entre nous, dans nos relations sociales, de prôner la confiance et le côté voilà, sincère et authentique. Ça veut dire quoi être authentique? Ça veut dire qu'on va pas faire des petites politesses à gauche à droite ou de pas oser dire en face ce qu'on a peur, machin. C'est tu fais ce que tu dis, tu dis ce que tu fais. Et si c'est pas clair, bah tu communiques. Plutôt que de dire ah mais je croyais que. C'est non non c'est après voilà on peut pas échapper à une incompréhension. Mais ce que je veux dire c'est que quand il y a une incompréhension, plutôt que de faire un jugement et de rester dans son coin, c'est vraiment d'aller communiquer. Donc c'est très important. Et parce qu'en fait, si vous prenez pas le temps de discuter pour connaître les gens, vous aurez du mal à respecter leur individualité parce que vous allez les confondre avec vos valeurs à vous, alors que individuellement, on peut aussi avoir des valeurs légèrement différentes. Ça peut être dans la façon de vivre au quotidien, les horaires de travail, l'intensité, le nombre d'heures de travail par jour. Voilà, il y en a un, il va travailler 4 heures, il est mort. Eh ben, y a pas à le juger. Il bosse 4 heures par jour, il est mort. Bon, bah, parce que, en fait, peut-être que ce qu'il fait pendant 4 heures, et bah, ça lui prend toute son énergie. Donc, du coup, c'est de vraiment respecter les individualités, les temporalités de chacun et de faire confiance, tu vois, de dire bah voilà, si lui il vient pas bosser aujourd'hui, je vais pas le juger parce que s'il vient pas, c'est parce qu'il a pris sa responsabilité, c'est parce qu'il sait qu'il peut pas et que je vais pas lui dire ah, pourquoi tu viens pas bosser quoi. Donc très important les relations sociales. Euh, et puis bien sûr l'économie, donc mutualiser un maximum de matériel, que ce soit les voitures, les machines à laver, les tracteurs, les bâtiments durs, voilà. Ça veut pas dire que vous pouvez pas avoir votre machine à laver pour vous. Ça veut juste dire que on voudrait en mettre en disponibilité pour plusieurs personnes. Comme ça permet voilà, d'avoir plus de place dans les logements pour ceux qui veulent. Et bien sûr,
diversifier son chiffre d'affaires sur plusieurs activités. Donc le lieu est prévu pour ça, pour justement faire face à la crise. C'est plus on met ses œufs pas dans le même panier, mieux c'est. Diversifier son activité et bien sûr diversifier aussi son réseau, rayonner sur la localité, mais aussi au niveau national, en termes de visibilité. Ensuite, écologie, ça veut dire avoir des pratiques qui soutiennent qui détruisent pas la nature, qui soutiennent la biodiversité et la favorisent, surtout qu'il y a les zones protégées dans le lieu qui nous intéresse. Sobriété énergétique, ça veut dire bah on va pas faire Versailles, hein, clairement. Économiser l'énergie, sans non plus être dans la privation d'énergie. Et aussi avoir des pratiques raisonnées. Donc raisonner sa douche, raisonner. Bon, après, personne ne va vous fliquer, hein. Si vous voulez faire un bon bain tous les jours, libre à vous. Mais l'idée, c'est dans ce cas-là, de réfléchir à comment vous revalorisez l'eau évacuée, par exemple. C'est très intéressant de réfléchir à ça. Euh, Régénération des déchets et agroforesterie et encourager la consommation locale bio et de saison. Et puis, bien sûr, diversifier pour les agriculteurs, polyculture, polyélevage, parce que la polyculture, polyélevage permet euh, de pouvoir être autonome en fourrage, mais aussi autonome en amendement des sols en matière animale, en fumier, par exemple. Pas d'intrants, voilà. Pratique pour régénérer le sol. Pourquoi? Parce que si vous cultivez votre sol et que vous ne rendez pas les fruits et les légumes à la terre, ça veut dire que vous ne faites que appauvrir ce qu'il y a dans la terre et vous ne la nourrissez pas. Ça veut dire que en sortie d'été, vous allez devoir acheter des engrais verts, par exemple, pour les ressemer. Donc il y a des intrants. Sinon, si vous avez des animaux, vous les laissez pâturer tranquille avant restitution de la parcelle. Vous les laissez pâturer sur votre champ et eux, ils réamendent le sol. Donc ils réapportent de la vie dans le sol. Donc, si vous rendez pas les fruits et les légumes à la terre parce que vous les avez mangés, faut leur donner du caca. Voilà. C'est très simple, hein, l'agriculture, finalement. Évidemment, je caricature, mais c'est juste pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire régénérer un sol. Et bien sûr, avoir des modèles de consommation et activités sur site. Ça veut dire que c'est pas cohérent si vous venez dans l'écolieu et qu'en fait, votre boulot, il est à 200 km et que vous devez y aller souvent. C'est quoi la valeur ajoutée d'habiter dans cet écolieu pour l'écolieu? Si vous ne faites rien sur l'écolieu, à part passer vos week-ends et vos soirées, c'est-à-dire que vous participez pas vraiment à la vie du lieu. Donc c'est important de se poser la question de qu'est-ce que vous allez faire dans cet écolieu? Est-ce que vous ne serez pas en décalage si votre pratique, votre activité est trop séparée de ce qui se passe sur le lieu? Et enfin, en dernier, il y a justement l'intérêt culture. L'intérêt culture, c'est quoi? C'est l'intérêt de partager et transmettre les connaissances qu'on a les uns avec les autres pour être plus polyvalent, être beaucoup plus prêt s'il y a des crises, des changements, parce qu'on aura plus de connaissances et de compétences, et surtout, on aura moins peur parce qu'on sera moins seul. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'il y a une culture de l'individualité, l'individualisme, justement à cause du modèle actuel en fait culturel, surtout en Occident en tout cas. Je vois ça pour les familles, pour les grands-parents, les enfants qui passent leur vie avec des babysitters et les grands-parents qui passent leur vie à l'EHPAD. Là, l'intérêt culturel, c'est aussi de créer un lieu intergénérationnel où on peut faire venir nos grands-parents et nos enfants qui puissent avoir une petite place. Et puis bien sûr, libre arbitre évidemment sur l'aide apportée au projet, parce que c'est pas parce qu'on est tous ensemble que tout le monde doit faire tout en même temps, tout le temps à la même heure. Voilà, c'est pas non plus l'armée. Et donc les gens sont libres de pas venir t'aider s'ils ont pas envie de t'aider. Et t'as pas à les juger parce que s'ils ont pas envie, c'est qu'ils sont pas en énergie de le faire, donc ça sert à rien de les convaincre ou de les forcer. En revanche, leur responsabilité, c'est que ils tirent pas au flanc dans le sens où s'ils sont pas en énergie de faire ça, de faire ci, de faire ça, de faire ci, eh ben il faut qu'ils se rendent compte de qu'est-ce qui provoque leur manque d'énergie. Donc c'est dans les deux sens en fait. Et enfin, bien sûr, une dynamique collective globale de faire et d'expérimenter une vie ensemble, sans non plus être une secte, mais de savoir pourquoi on est là et qu'est-ce que nous apportent les autres pour que nous donner un intérêt à rester en fait. Parce que sinon, si on n'a pas d'intérêt à rester et qu'on ne sait pas pourquoi on est là, c'est compliqué sur la durée d'ancrer en fait un lien et un intérêt commun. Voilà pour la charte éthique. Vous voyez, elle n'est pas encore au point parce que, évidemment, elle doit être pas revue et corrigée, mais elle doit être
Attendez, ma souris, j'ai perdu ma souris. Hop. Elle doit être rédigée au propre et chaque mot doit être bien compris par tout le monde et on doit avoir la même définition tous de chaque mot. Et je vais... Ouais. L'activité de la canopée ludique, en fait, elle est en plusieurs morceaux. Donc, il y a le collectif principal, qui est une marque déposée pour donner une identité au collectif, parce que pour donner une identité, faut qu'il ait un nom. Donc le nom, il faut qu'il puisse être disponible et utilisable. Et pour ça, il y a une marque qui a été déposée et qui a été déposée dans les catégories de tout ce qui est hébergement, hôtellerie, restauration, loisirs, sport, etc. Et culture. Donc du coup, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Une entité SCEA, donc société civile d'exploitants agricoles, qui se concentre en petits points jaunes là sur le diapo. Ils vont faire de l'agriculture, mais bien sûr de la transformation de produits, de la vente et un petit peu de service. Donc ils ont le droit, s'ils veulent, de faire un peu de logement agrotouristique, à raison de 6, je crois, pour exploitation. Et puis il y a une autre société qui va être une SAS et qui va gérer le camping. Alors, c'est pas ceux qui font forcément l'animation et le bien-être, hein. C'est ceux qui s'occupent des hébergements, des privatisations. Bah, c'est tout ce qui est lié aux nuitées. Dès lors qu'il y a une notion de nuitée, c'est le camping qui gère. Mais le camping peut aussi gérer la restauration et c'est lui qui peut louer aussi les équipements qu'il a financé lui-même euh, à des personnes qui veulent utiliser le camping pour faire des choses plus ou moins privées, par exemple. Donc, faut imaginer des cases dans des cases. Comptablement, c'est comme ça que ça va marcher, parce que sinon, ça va être le bazar. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu veux utiliser l'équipement d'une autre entité, bah, tu lui loues, en fait. Et puis enfin, il y a les activités des particuliers qui sont pas forcément en rapport avec le camping, parce que si vous êtes ni agriculteur, ni en lien avec l'hébergement, donc vous vous occupez pas du camping, ça veut dire que vous allez être dans le pôle vente de services, qui ça peut très bien être juste des massages, des soins, vous pouvez être ostéopathe, vous pouvez être médium, on s'en fout en fait, vous faites ce que vous voulez. C'est juste que vous allez exercer une activité ou en distanciel ou sur site, mais qui va être quelque chose en rapport avec bah, le bien-être ou le loisir ou la culture, etc. Et donc c'est tout à fait faisable aussi sur le lieu. Et vous, bah voilà, en tant qu'indépendant, bah, vous dépendez pas ni des agriculteurs ni du camping, mais vous dépendez, ben, vous êtes locataire parce que vous louez vos locaux pour bosser. Et enfin, si vous faites des stages sur place, mais sinon vous louez juste votre logement en fait. Après voilà, c'est une proportion à respecter parce que s'il y a que des soigneurs et aucun agriculteur, bah du coup le projet il est pas équilibré et inversement. Donc faut aussi regarder la proportion des personnes. Les types d'hébergement, donc faut pas confondre hébergement personnel et hébergement locatif. Les hébergements personnels, nous, on va essayer de faire des écologes sur une zone spécale parce que les bâtis en dur, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être 3 ou 4, mais il n'y en a pas plus. Donc, ceux qui ont financé la majorité de l'écolieu et de la foncière, eh ben, ils vont avoir priorité sur les bâtiments en dur, sauf si ça les intéresse pas. Et ceux qui souhaitent habiter sur une zone spécale ou qui ont des fonds très faibles, bah, de toute façon, ils n'ont pas beaucoup de choix que d'habiter dans un écologe parce que c'est beaucoup moins cher qu'une maison en dur de toute façon. Ou vous pouvez louer une chambre dans une maison en dur, mais dans ce cas-là, vous aurez juste une chambre. Vous n'aurez pas le salon, la cuisine, la salle de bain que pour vous. Donc, si vous avez un budget médian et qu'un écologe coûte entre allez, 30 et 50 000 euros, eh ben, vous pouvez bah, voilà, ou faire un crédit ou avoir un écologe plus petit. Vous pouvez avoir des écologes à 15 000 aussi, 20 000. Mais ce sera des plus petites surfaces, ce sera peut-être 15-20 mètres carrés. Vous prenez la surface que vous voulez. N'oubliez pas qu'il y a une mutualisation des équipements, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser les sanitaires du camping, vous pouvez utiliser la machine à laver du camping, vous pouvez utiliser les cuisines collectives. Donc, en fait, là, votre écolage, ça peut juste être une petite cabane perchée, enfin voilà quoi. Euh, Après, il y a des tentes glamping, mais ça sera que en été. Mais c'est plus pour les touristes, parce que vous allez quand même pas vivre dans une tente toute l'année. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Mais en termes de confort, nous, les tentes, on les utilise plus pour ou des woofers ou des personnes qui font des stages, mais qui n'ont pas beaucoup d'hébergement, enfin, ou d'argent pour
participer à telle manifestation où leur présence est nécessaire, etc. Et puis après, on a ce qu'on appelle des... Alors ça, comment ça s'appelle? C'est les lodges safari, là. Les lodges Kenya, on appelle ça. Je sais pas si on va en avoir ou pas, mais ça peut être des investissements temporaires, tant qu'on n'a pas designé les cabanes, les écologes. C'est des choses qui sont démontables, on peut les démonter, les remonter ailleurs. Enfin, c'est assez facile. Par contre, c'est un peu cher, je crois. Je crois que c'est 40 000 balles, un truc comme ça. Bon, à voir. Je sais pas si finalement c'est peut-être plus intéressant les écologes en termes de prix à l'achat, quoi. À réfléchir. Après, il y a la ferme. Donc la ferme, c'est pas au point parce que en vrai, on n'a qu'un maraîcher dans le groupe, on n'a pas d'éleveur. Voilà. Par contre, on a un botaniste horticulteur. Donc on va principalement faire de la culture végétale. Donc les autres images d'animaux, c'est pas représentatif en fait. Je vais pas en parler beaucoup de la ferme parce que c'est spécifique. À la limite, ce que je peux vous dire sur la ferme, c'est que c'est à la fois une activité agricole lucrative pour le fermier, mais en même temps, enfin le maraîcher, mais en même temps, ça va inclure notre alimentation vivrière. Donc, c'est à la fois de l'agriculture vivrière, à la fois de l'agriculture commerciale. Ça veut dire que nous, le, fi- la nourriture qui va être soustraite aux maraîchers pour nous nourrir nous, ça va être en contrepartie de main-d'œuvre ou d'argent. Donc, lui, il a quand même aussi. L'idée, c'est pas d'avoir que de l'argent ou que de la main-d'œuvre, c'est d'avoir un peu des deux. Comme ça lui fait un pécule. Et en même temps, il est pas tout seul à travailler dans le champ parce que s'il est venu faire du maraîchage dans un écolier, c'est pas pour être tout seul en fait. Sinon, il resterait dans son activité actuelle. Donc, c'est important que vous puissiez accepter aussi de donner la main à la pâte. Si vous n'êtes pas capable d'aller dans le champ parce que c'est trop dur physiquement, vous pouvez faire de la confiture, vous pouvez faire de la transfo, des fromages, enfin, des fromages, c'est sinon on a des chèvres, mais bon. Enfin, vous avez compris quoi. Vous pouvez faire des activités nécessaires au lieu qui sont pas forcément physiques. Euh, Après, il y a, oui, bon, alors ça, c'est pas, c'est parce que c'est uniquement pour les formateurs spécialisés. Ça aussi. Le lieu, j'en parle pas parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Je peux juste parler un peu du plan de masse. Donc, la zone stécale, là où on pourrait habiter, c'est dans la zone 12. Vous voyez, il y a des arbres, il y a des petits espaces sympas où on peut poser les écologes que je vous disais pour nous. Ça, c'est la zone agricole dans laquelle on pourrait tous habiter. Et après, là, vous voyez la zone 13, la zone 16. Et ben là, c'est des familles qui peuvent habiter en dur, d'accord? Autour de la ligne rouge, ce n'est plus à nous. Donc, enfin, je dis à nous comme si c'était à nous déjà le truc, mais bon, c'est pour se projeter. Euh, et en fait, la zone camping, c'est la zone qui est là, dans la zone naturelle loisir. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas habiter là. Parce que c'est classé PRL, donc parc résidentiel loisir, zone résidence secondaire. Donc, ça veut dire que vous pouvez habiter que 8 mois sur 12 dans la zone camping. Donc, pourquoi pas au début si on galère. Mais en vrai, si on achète des habitats, ça sous-entendrait qu'on a déjà fait valider la zone stécale parce que c'était une clause obligatoire pour bosser sur le lieu. Donc si la zone stécale elle est validée, il n'y a aucun intérêt qu'on se mette sur le camping en attendant. Euh, donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et concernant les agriculteurs, vous avez la possibilité en tant qu'agriculteur de proposer des hébergements insolites, ou en tout cas des hébergements pour recevoir des publics. Et ben la zone 23, on peut y poser peut-être que 6 cabanes respectueuses de l'environnement dans la zone N. C'est plus facile que ce soit des agriculteurs qui le demandent dans le cadre de leur activité agricole plutôt que le camping. Bon, à voir, mais bon. Concernant la nature des hébergements des publics, donc c'est-à-dire que la zone camping, je sais pas encore, ça il faut voir avec les constructeurs, parce que là j'ai mis des écodomes au hasard, mais en fait peut-être ça va être autre chose, ça faut voir avec les constructeurs des écodomes. Et après dans le camping, que ce soit pour notre bien-être ou le bien-être de nos clients, aujourd'hui il n'y a pas vraiment de parc à jeux. On s'appelle la canopée ludique. Donc, le minimum, c'est qu'il y ait deux, trois infrastructures, même si le terme ludique, ça va plutôt désigner les stages gamifiés, tout ça. Mais c'est bien d'avoir quelques activités de muscu extérieur, respectueuses de l'environnement, des zones un peu fun où on peut se mettre en pique-nique ou des plateformes pour être autour d'un arbre.
ou encore des jeux écologiques pour enfants, d'éveil où ils peuvent faire un petit peu d'escalade, monter à la corde, faire du toboggan, de la balançoire et tout ça. Et aussi, on peut aussi créer pour nous des stands temporaires en bois écologique qu'on peut aller monter sur les marchés ou qu'on peut installer chez nous lors de week-ends, si par exemple on fait pas un week-end pizza à maison ou un stand de vente de produits des œufs des poules ou je sais pas quoi, ou d'autres activités, je sais pas, on a créé des savons, j'en sais rien. On peut vendre nos produits artisanaux et monter notre propre stand biologique, beau, joli, avec, je sais pas moi, un drapeau lacano-politique, j'en sais rien, mais c'est juste pour se faire reconnaître et surtout se faire connaître en ville et dans les autres villes. Euh, voilà, je vais pas trop insister plus parce que voilà. Et par rapport au statut juridique, donc si je vous mettre un petit peu sur les nécessités juridiques, il y a une SASC euh, avec des statuts qu'il va falloir lire parce que toutes les personnes qui souhaitent investir dans le lieu et en faire partie doivent lire la SASC parce que c'est elle qui va être propriétaire de la foncière. Donc l'idée, c'est de connaître les points d'attention, c'est quoi? C'est les conditions quand vous rentrez ou quand vous sortez du projet. Si vous pouvez pas payer ou si quelqu'un paye pas, qu'est-ce qui se passe? Si vous mourrez, vous vous mariez, vous avez des enfants, comment ça se passe? S'il y a des créanciers, des prêts, comment ça se passe? Qui dirige la société SASC, pourquoi, comment, quel est le comité de gestion, si on fait des réunions, comment ça se passe, pour la société, le commissaire aux comptes, ça se passe comment, s'il y a des assemblées générales au niveau des décisions, ça se passe comment, si la coopérative doit être révisée, ça se passe comment, les comptes, comment ils sont gérés, les affectations, en fait, tout est listé dedans. Donc ça fait 33 pages. Je sais, c'est chiant à lire, mais bon, tout le monde doit lire au moins une fois. Euh, très important. S'il y a des choses à rajouter ou à enlever ou à modifier, bah, sans l'avoir lu, ça va être compliqué. Et ensuite, il y a le pacte d'associés qui vient en complément de la SASC. Donc les statuts, c'est une chose, le pacte d'associés, c'est autre chose. Donc là, j'ai un exemple avec l'écolieu Ecoravi. Le pacte d'associés, c'est plus les détails. Donc c'est tout ce qui est en lien, qui peut prêter à confusion, en fait, dans les statuts. Par exemple, combien coûte le projet? C'est quoi la valeur du projet? Combien coûte chaque maison séparément? Si on les loue, ben, on les loue combien les bâtiments? Si on a des prêteurs, eh ben, comment ils récupèrent leur argent, les prêteurs solidaires? Si quelqu'un paye pas son loyer, comment ça se passe? Si les comptes sont indexés, si on apporte des finances supplémentaires, s'il y a des remboursements de telle ou telle chose, voilà, s'il y a des conflits, machin, nanani, nanana. Donc tout ça, c'est spécifique. Ça, c'est privé. C'est que pour ceux qui ont signé le pacte d'associés, enfin, pardon, c'est tous ceux qui ont signé les statuts, parce qu'ils sont sociétaires, qui doivent aussi signer le pacte d'associés. Alors que quelqu'un qui est juste locataire, qui ne fait pas partie de la SASC, il aura accès au statut, mais il n'aura pas accès au pacte d'associés. Le pacte d'associés, c'est privé. Ça part vraiment qui a mis quoi comme argent, dans quel truc de machin. Alors que les statuts, c'est juste les. Bah, ça peut se trouver sur Internet, hein, c'est juste des statuts voilà, de coopérative lambda, basique, voilà. Et donc, j'ai parlé de la charte éthique tout à l'heure, j'ai parlé du pacte d'associés, j'ai parlé de la SASC. Donc, c'est les 4 choses à savoir. Pardon, 3 choses à savoir. Je suis fatiguée. Et enfin, j'avais parlé donc d'autres locataires. Donc, les locataires, ça va être les particuliers, la société agricole, la société de camping, éventuellement d'autres sociétés, genre le gars qui est ma sœur, le gars qui tient le resto, peu importe. Et ben eux, il peut y avoir même 15 sociétés, hein. Un qui fait de la pisciculture, un qui fait un resto, un qui fait un bar, peu importe. On s'en fout. C'est tant qu'il y a les infrastructures et que c'est possible de le faire et que tout le monde est d'accord et qu'on vote oui, bah hop, c'est parti. Euh, Après, oui, les indépendants, j'en avais parlé. Ah oui, et enfin, il y a l'association. Donc l'association, c'est quoi? Ça sert à regrouper les factures des prestataires, partenaires ou particuliers
qui vont participer ponctuellement à un événement du collectif, mais que dans ce cas-là, c'est quelle société qui va facturer pour tout le monde. C'est pas les agriculteurs ou le camping ou un masseur ou un cuisinier qui va regrouper les factures de tous les intervenants, les serveurs supplémentaires, la machin, le truc. Donc si ça se trouve, voilà, à un moment donné, on va avoir besoin de regrouper un petit peu, chapeauter un peu juridiquement un événement. Et dans ce cas-là, c'est plus cohérent que ce soit une association qui le fasse parce que ça sera hyper ponctuel et en fonction. Donc c'est événements, fêtes, concerts, collecte de dons. Alors les dons, c'est pour quoi faire? C'est pas pour redonner à la société parce que c'est interdit. Ça va être par exemple pour des, je sais pas moi, créer un petit bassin japonais, faire je sais pas moi, des biscuits pour donner à une autre association ou je sais pas moi, faire une petite sortie pour les enfants, juste par rapport à la collectivité. Enfin, ça peut être voilà des petites interventions ponctuelles spécifiques qui rentrent pas dans les cases de l'agriculture ou du camping. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est important qu'on puisse avoir quelque chose qui puisse regrouper un petit peu, ou couvrir ou en tout cas assurer un événement qui est payant, mais qui est pas, enfin qui est ponctuel en fait et qui est géré par l'académie publique, le collectif. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour. Voilà, donc il y a l'association, les indépendants qui vont être locataires, la société d'agriculteurs qui va être locataire, la société de camping qui va être locatrice, et puis les habitants particuliers qui vont être locataires. Donc tout ça là, c'est locataire de la foncière, qui elle appartient aux gens qui ont acheté le lieu ou en tout cas qui ont investi dans le projet de la Cadopédique. J'espère que c'est clair, et puis vous n'hésitez pas si vous avez des questions.